Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de ça, c'est-à-dire une idée que vous avez dans la tête, à ça, c'est-à-dire la concrétisation de votre projet. Allez, c'est parti. Vous pouvez le voir, aujourd'hui dans le Berry, les nappes phréatiques se rechargent, alors je vais vite me rentrer et vous expliquer tout ça. Alors cette vidéo n'a absolument pas vocation à présenter un cours complet sur la gestion de projet, dans tous les domaines possibles. Ce serait totalement mission impossible. Non, il s'agit ici simplement de présenter une chronologie des principales étapes de la démarche de projet appliquée à la conception de systèmes technologiques. Vision probablement réductrice, mais qui, je l'espère, sera bien compréhensible. Alors pour cela, en fait, je vais m'appuyer sur mon exemple fil rouge, le renfort de toit que je vous ai présenté dans un short il y a quelques temps. Allez, c'est parti pour l'aventure démarche de projet. Alors une démarche étant une suite logique d'étapes, on peut simplifier en découpant la création d'un projet en 4 phases. La première, c'est la phase de lancement, dans laquelle on va retrouver le cahier des charges et la répartition des tâches. La seconde, c'est la planification, qui sera fonction bien sûr de la date à laquelle on doit redonner notre projet. La troisième, la phase d'exécution, qui consiste en fait à la réalisation de notre projet, qu'on va décomposer en recherche de solutions, en choix de la solution qu'on va valider, et puis en développement de la solution qu'on a choisie. Et la dernière, c'est la phase de contrôle, dans laquelle on va livrer notre projet au client. Tout cela, nous, on va le faire à partir d'un fil rouge, qui est notre projet renfort de toit, que je vous ai déjà présenté précédemment dans un short. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la visionner avant de passer à la suite. Pour cela, je vous ai remis le petit QR code. Voilà. Alors, la première phase, la phase de lancement, dans laquelle on va retrouver le cahier des charges. Alors, en gestion de projet, le cahier des charges, en fait, c'est un contrat généralement présenté sous forme d'un document écrit, passé, validé, signé par le concepteur et son client. Donc le client propose un cahier des charges au concepteur, les deux parties se mettent d'accord sur les éléments à modifier, et à la fin, bien sûr, les deux parties signent le document. Le cahier des charges sert à exprimer le besoin du client. Il va préciser les attendus techniques, ce que doit réaliser le projet et pour qui, les livrables, alors les livrables documents, fichiers, plans, documentation, etc., etc. Il va préciser, bien sûr, la date de réception. Et a priori, le cahier des charges ne comporte pas de solution à la problématique. Alors, prenons l'étude du renfort de toit. Ici, le client et le concepteur ne font qu'un, puisque c'est moi qui ai besoin du système et qui va réaliser sa conception. Quant à la date de livraison, elle n'a absolument aucune importance pour moi. Ceci dit, ça n'empêche absolument pas de rédiger un cahier des charges, et c'est ce que je vais détailler maintenant. Alors, le cahier des charges va comporter deux parties. La première partie doit pouvoir préciser quel est le rôle de notre système, à qui notre système rend-il service et quelle est la date de livraison du projet. La seconde partie doit préciser quels sont les attendus techniques de notre système à concevoir. Alors dans cette première partie du cahier des charges, on se pose en fait deux questions. Quel est le rôle de notre système et à qui le système rend-il service? On va voir maintenant en fait deux façons de répondre à cela en utilisant notre exemple du renfort de toit. La première façon d'y répondre, c'est tout simplement sous une forme écrite. Grâce à mon système nommé renfort de toit, je vais pouvoir soutenir l'avancée de mon toit. La seconde forme, c'est une forme plus graphique. Alors le cahier des charges sous forme de diagramme des cas d'utilisation, en fait, est la forme de cahier des charges la plus élaborée. On le verra un petit peu après, en lien avec d'autres diagrammes de ce qu'on appelle le langage de modélisation des systèmes. On va retrouver effectivement, en utilisant ce diagramme des cas d'utilisation, notre système renfort de toit qui va me permettre, donc l'acteur c'est moi ici, de soutenir l'avancée du toit. Second point, le cahier des charges doit préciser les attendus techniques du client, ce que doit réaliser le projet. On va pouvoir le réaliser sous trois formes différentes. Une forme écrite, la plus simple, la plus rapide à concevoir. Une forme graphique plus visuelle, sur laquelle on va pouvoir tracer des liens vers différents éléments. Et puis la dernière forme, une forme évoluée, qui va utiliser le langage de modélisation des systèmes qu'on utilise en ingénierie. Voyons un peu ce que donne la première forme, la forme écrite, dans le cas de notre système renfort de toit. Il s'agit simplement en fait d'une liste de ce que doit réaliser notre projet. Je prends un exemple, il doit avoir un coût minimal, il doit utiliser un maximum de ressources que j'ai déjà, il doit être esthétiquement léger, il doit s'adapter à différentes contraintes techniques, donc s'adapter à la structure de la cuisine actuelle, etc., etc. Il doit être facile à concevoir, à réaliser et à installer. Voilà globalement une liste qu'on pourrait d'ailleurs appeler déjà une liste d'exigences de notre projet.
Remarquez bien que j'ai utilisé pour ce qu'on pourrait appeler nos 5 chapitres différents, 5 couleurs différentes. Alors, le cahier des charges sous forme graphique, ici en fait en utilisant ce qu'on appelle une carte mentale, on va retrouver en fait exactement la même chose que tout à l'heure dans notre liste. L'ensemble des éléments qu'on avait ici sous la forme écrite, avec le système doit permettre de soutenir la partie en porte-à-faux, il doit avoir un coût minimal, il doit être conçu en utilisant un maximum de ressources personnelles, etc., etc. On retrouve en fait la même chose, mais sous une forme plus visuelle. Alors, les attendus techniques du client peuvent également être présentés en ingénierie système sur un diagramme 6ML, donc en langage de modélisation des systèmes, qu'on appelle un diagramme d'exigence. On retrouve effectivement ici exactement la même chose que tout à l'heure, mais avec des liens, comme vous pouvez le voir ici, avec des liens qu'on détaillera probablement un petit peu après sur une prochaine vidéo. Mais on va retrouver une exigence économique, le système doit avoir un coût minimal, des exigences globales de conception, des exigences de design, le système doit être esthétiquement léger, des exigences techniques. Voilà, globalement la même chose, mais sous une autre forme. Et ici, on verra tout l'intérêt lorsqu'on parlera un peu plus de langage de modélisation des systèmes. Alors la seconde partie de la phase de lancement est ce qu'on appelle la répartition des tâches. Alors il est bien évident qu'une bonne répartition des tâches est une répartition où chaque élément en fait des membres de l'équipe participe à la construction globale du projet. Alors bien évidemment dans le cadre du projet renfort de toit, il n'y a pas de répartition des tâches. Seul sur mon projet, la répartition a été vite faite, j'ai évidemment tout fait. Alors, seconde phase d'une démarche de projet, la planification. La planification, en fait, consiste à organiser dans le temps les tâches de chacun, afin en fait de respecter la date de livraison prévue en fait du projet. Alors voici un exemple de planification. L'image est extraite ici du logiciel Foxplan qui aide les entreprises à budgéter, planifier, prévoir la charge de travail de leurs différents projets. Ceci dit, j'aurais pu prendre bien d'autres exemples de logiciels qui réalisent ce type de travail. Alors globalement, en fait, on va retrouver souvent comme socle commun à ces différents logiciels une chronologie, une liste de tâches à réaliser, des acteurs qui vont réaliser ces tâches, des objectifs à atteindre, comme les points de livraison, etc., etc. Et puis parfois d'autres éléments, comme par exemple des budgets associés. Alors, si on prend l'exemple ici de notre projet support de toit, j'avoue ne pas avoir eu besoin de planifier le travail. En fait, j'avais tout mon temps. Après la phase 1 de lancement et la phase 2 de planification, la troisième phase qui va être vraiment très importante, c'est évidemment la phase d'exécution du projet, de réalisation du projet. Cette phase souvent se compose de 3 parties, la recherche de plusieurs solutions possibles, le choix de la solution qu'on va développer et ensuite le développement de cette solution. Voyons maintenant la première partie, donc la recherche de solutions. Dans cette phase de recherche, il ne faut pas hésiter à laisser libre cours à son imagination la plus folle. Le responsable de recherche ne doit exercer absolument aucune critique ni pression sur ses chercheurs. Et à ce stade, il n'existe aucune mauvaise solution. Dans le cadre de notre projet renfort de toit, j'ai imaginé rapidement 3 solutions différentes en lien avec le coin ici du toit où on a un risque de déformation maximum. Alors la première solution, c'est un poteau vertical que je placerai ici, alors qui serait réalisé en tube carré de 25 mm de côté, qui provient en fait d'une ancienne tonnelle que j'ai démontée, qui comporte ici en fait une embase carrée de 10 cm par 10 et où je rajouterai ici une pièce à l'imprimante 3D qui me permettrait de faire le lien entre le poteau et la partie du toit. La seconde solution, ce serait de réaliser un système par auban, où je reprendrai en fait mon tube carré tout à l'heure, que je placerai au-dessus du toit, et que je tiendrai avec différents en fait, systèmes de tendeurs, des câbles, qui seraient accrochés au tube et à mon toit végétal. La troisième solution, ce serait de réaliser un support incliné, que je ferai avec un tube ici, récupéré sur une ancienne couverture de piscine et où je ferai en fait 2 pièces à l'imprimante 3D qui me permettraient de faire le lien entre le tube et le toit et entre le tube et le bâti. Alors, une petite remarque que je vais intituler c'est du vécu. Pour être plus général, dans le cas où la recherche de solutions fait appel à plusieurs personnes,
il est fondamental, absolument fondamental, de limiter à son strict minimum les échanges entre ces différentes personnes. Cela permet d'obtenir souvent des idées de solutions complètement différentes, ce qui est beaucoup plus riche en fait qu'une solution unique, même si elle a plusieurs variantes. Parlons maintenant en fait du choix de la solution à retenir, et on va voir rapidement pourquoi on va être amené à faire ce qu'on appelle une analyse critique des différentes solutions. Alors, la solution finale que l'on va retenir ne doit absolument rien devoir au hasard. Elle ne doit pas non plus provenir forcément de l'élément de l'équipe qui parle le plus fort. Elle doit permettre aussi aux éléments les plus réservés de s'exprimer, de proposer leur solution. Le choix de la solution, par exemple, va être réalisé avec ce qu'on appelle une analyse critique des différentes solutions qui ont été proposées, qui s'appuie sur les exigences qu'on avait vues dans le cahier des charges, auxquelles on va affecter en fait plus ou moins d'importance, ce qu'on appelle en fait des poids. Voyons maintenant comment on va réaliser cette analyse critique. Pour cela, on va utiliser un tableur. Dans ce tableur, on va mettre en ordonnée l'ensemble des exigences données par le cahier des charges. J'ai pris l'exemple d'une, le système ne doit pas gêner les mouvements et déplacements de l'utilisateur. En abscisse, on va mettre nos 3 solutions ici qu'on a étudiées, le poteau vertical, le haut-banc et le renfort incliné. Première ligne, on va affecter une valeur aux critères de non-gêne des mouvements. Pour le haut-banc, j'ai considéré qu'il n'y avait aucune gêne vu qu'il est placé sur le toit, donc j'ai mis le critère à 100. Par contre, le poteau vertical peut s'avérer très gênant, car juste à côté de la plancha, donc j'ai affecté la note de 20. Et le renfort incliné, il peut être un petit peu gênant pour rentrer dans la cuisine d'été par la porte qui est sur la droite, là, mais en fait, pas tellement gênant, donc j'ai mis la note de 80. Tout ça, bien sûr, ce sont des estimations. Deuxième ligne, on va recalculer le pourcentage de satisfaction. Dans le cas de valeur estimée, comme celle est ici pour l'ensemble de la valeur du critère, on retrouve les mêmes chiffres, c'est-à-dire 20, 100 et 80 en pourcent. Troisième ligne, on va affecter un poids. Alors, j'ai considéré effectivement qu'il ne fallait absolument pas que le système conçu soit gênant pour l'ensemble des mouvements qu'on a à faire. Donc j'ai affecté un poids fort, donc ici j'ai mis un poids de 4. Bien sûr les poids cette valeur est identique pour les 3. Et puis dernière ligne, on va faire le calcul du produit, du pourcentage de satisfaction, fois le poids, 80, 400, 320. Voilà, donc maintenant on retrouve le tableau complet. Alors on retrouve bien sûr l'exigence 1, 4, 3 avec la valeur du critère, le pourcentage, le poids et la somme de points, c'est-à-dire le produit des poids par les pourcentages de satisfaction. Donc là on trouvait 400, 80, 320. Et j'ai fait la même chose en fait pour l'ensemble des exigences qu'on avait pu voir dans le cahier des charges. Voilà. À chaque fois j'ai donc obtenu une ligne avec le nombre de points qui correspondent à chaque exigence. Il m'a resté donc à faire la somme. Sachant qu'au maximum, vu les poids affectés, je pouvais avoir une somme maxi de points à 1500. J'obtiens donc ici 1180, 1125, 1380, ce qui me donne un pourcentage moyen de satisfaction des exigences pour cette solution-là à 92%. Ici 75, 78. Ça veut dire qu'à priori, en fonction des poids affectés, en fonction des valeurs que j'ai mis pour chaque exigence, j'obtiens un indice de satisfaction de 92% pour le renfort incliné. C'est donc cette solution que je vais choisir. Alors, effectivement, vous avez pu voir que pour chaque exigence, j'avais mis une valeur en fait estimée. Voilà. Voyons maintenant en fait 2 exemples à partir de valeurs non estimées mais de valeurs réelles. Premier cas, si la meilleure solution est celle qui a la valeur minimale. Dans ces cas-là, le pourcentage de satisfaction du critère mini est mis à 100. Et les autres pourcentages sont calculés en effectuant l'opération valeur mini divisée par valeur du critère fois 100. Exemple. Voilà par exemple, admettons qu'on ait une exigence, le coût doit être mini. Dans ces cas-là, alors j'avais des valeurs réelles, admettons la solution 1 c'était 14 €, la solution 2 c'était 10, la solution 3 c'était 18. Ça veut dire qu'évidemment on veut ici payer le moins cher possible, donc la meilleure solution c'est celle-là à 10 €. Je lui affecte la valeur ici de 100%. Et je calcule les autres en faisant la meilleure valeur divisée par la valeur du critère fois 100. Donc là j'obtiens 71% et là 55%. Pareil, admettons ici j'ai choisi un poids de 2 mais peu importe. Je fais le produit, j'obtiens ici 142, évidemment 200 et ici 111. Deuxième cas possible, la meilleure solution est celle qui a la valeur maxi.
Donc dans ces cas-là, le pourcentage de satisfaction du critère maxi est mis à 100, et les autres pourcentages sont calculés en faisant valeur du critère divisé par valeur maxi fois 100. Exemple, voilà, l'effort supporté doit être maxi. Dans ces cas-là, j'ai pris des exemples, peu importe. Valeur du critère ici pour la solution 1, ça pouvait supporter 200 newtons, la solution 2, 300, la solution 3, 400. Donc c'est évidemment celle-là qui est la meilleure, où je mets le critère, le pourcentage à 100. Je calcule les autres, j'obtiens 50 et 75%. Je choisis un poids de 3, admettons que ce soit un choix que j'ai effectué qui corresponde à un poids assez fort. Et ensuite, je fais le produit. Et donc, j'obtiens bien évidemment ma solution ici qui va remporter 300 points, celle-là 225, celle-là 150. Donc après le choix de la solution à retenir, on va réaliser son développement. Une des premières parties, en fait, c'est parfois de réaliser ce qu'on appelle un prototypage. Donc le prototypage, c'est la démarche qui consiste à réaliser un exemplaire rapide, incomplet, non définitif, de ce que pourrait être la solution finale. Alors, ce prototypage va nous servir à quoi? Il va nous servir à, par exemple, visualiser le système avant de le finaliser complètement. Il va également nous permettre de valider un certain nombre de conceptions, de formes, de dimensions, de choix de solutions, etc. Donc ce prototype est souvent réalisé rapidement dans des matériaux peu chers. Alors, dans le cadre de notre projet renfort de toit, je n'ai pas réalisé de prototypage de la solution complète, mais j'ai réalisé des impressions brouillons, rapides, des deux pièces qui vont lier le tube au toit et au bâti. Voilà, tout ça pour vérifier un certain nombre de formes globales, voir si tout ça pouvait avoir une chance de se monter. Alors, toujours dans le développement de la solution finale, troisième point qu'on peut aborder, c'est la simulation. Alors, d'après la définition du Larousse, que je trouve relativement bien faite, la simulation est en fait une représentation du comportement d'un processus physique au moyen d'un modèle matériel dont les paramètres et les variables sont les images de ceux du processus étudié. Les modèles de simulation prennent le plus souvent la forme de programmes d'ordinateur auxquels sont parfois associés des éléments de calcul. Dans notre projet, j'aurais pu envisager la simulation en fait de l'effort que va réaliser le toit sur le système. Toujours dans le développement de la solution retenue, après le prototypage et la simulation, on va aller vers la réalisation finale de notre système. Alors, pour notre support de toit, effectivement, de quoi il va être composé? On va retrouver ici notre tube principal, on va retrouver un support haut et un support bas. Petite remarque quand même, pour essayer de réaliser une vidéo qui ne soit quand même pas trop longue, je n'ai pas détaillé en fait dans celle-ci la conception, le choix de solution, etc. pour réaliser ces deux bouts de tube haut et bas. Donc après la phase de lancement, la planification et l'exécution, parlons maintenant rapidement de la phase de clôture. C'est effectivement la fin de la démarche de projet. Elle consiste à rendre en fait au client donc les livrables qu'il avait demandés. Dans notre cas, c'est pas difficile. Voici un petit peu ce que ça a donné, notre projet final réalisé. Dans le cadre de notre renfort de toit, l'aventure s'est arrêtée une fois notre renfort monté. Et bien voilà, c'est maintenant l'heure de conclure. Donc on aurait pu penser que ce projet très simple, voire simpliste, ne méritait peut-être pas un tel développement. Cependant, il m'a permis en fait d'expliquer les bases de la démarche de projet en conception de système, sans se perdre dans des problèmes techniques trop importants. J'ai bien évidemment évité de trop détailler certains points, j'en ai même émis certains volontairement, tout cela afin d'essayer de faire quelque chose d'assez lisible et assez clair. Voilà, j'espère que tout cela, ça vous aura un peu éclairé ou au moins intéressé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications pour être informé de mes prochaines parutions. Salut à tous et à bientôt.